À l'état civil, on l'appelle Soumeïlou Boubèye Maïga, SBM pour les intimes, compagnon sûr et déterminé des combattants de la liberté, au temps les plus durs du régime du général Moussa Traoré, donnait du courage et de la fierté à nos compatriotes. Soumeïlou Boubèye Maïga et ses compagnons de lutte contre la dictature du général Moussa Traoré ont eu à braver la mort, la torture et les calomnies de tous genres pour l'avènement de la démocratie au Mali. Ses compagnons de lutte étaient les professeurs Ibrahim Ali, Mamadou Lamine Traoré, Kari Dambélé, Abdoulaye Bari, Abdraman Babatouré, Mohamed Diko, entre autres Mamadou Lamine Gakou avec qui il a fondé, animé et distribué le bulletin du peuple, organe d'information de la cellule de Dakar. Au moment même où le régime du général Moussa Traoré faisait peser une chape de plomb sur la tête des Maliens, Soumeïlou Boubèye Maïga s'affichait une fois pour toutes convaincu que plutôt la mort que la honte. Ainsi, à la clôture des concertations que le régime du général Moussa Traoré avait initiées en 1986 avec la société civile sur l'état de la nation, Soumeïlou Boubèye Maïga apostrophait le tout-puissant général Moussa Traoré en ces termes. Monsieur le Président, la balle est maintenant dans votre camp. Soumeïlou Boubèye Maïga. Soumeïlou Boubèye Maïga. Soumeïlou Boubèye. Boubèye Boubèye Maïga. Maïga. Oui, vous êtes? Je suis président de la commission de contrôle du syndicat national d'information. Commission contrôle. De la presse et de l'industrie du livre. Oui. Je vous remercie, Monsieur le Président. Il ne me semble pas que des problèmes nouveaux vont être identifiés ici, ou même que des solutions nouvelles vont être esquissées ici. Je crois que tous les problèmes essentiels du pays, toutes les solutions qu'on a estimées à un moment adéquates, ont été identifiées en leur temps et de longue date. Seulement, plusieurs années après, on découvre qu'elles n'ont pas été mises en exécution. Mais il faut prendre la chose par le bon côté en pensant que l'organisation de ce nouveau débat qui s'inscrit dans une perspective nouvelle et aussi une autocritique implicite des autorités politiques qui étaient chargées de mettre en œuvre ces décisions-là. Et c'est dans ce cadre que nous allons, à la suite des autres syndicats, rappeler un peu tout ce que nous avions dit par le passé sur les préoccupations des travailleurs, sur la situation du pays, et sur ce que nous pensons pouvoir être la contribution des travailleurs. Et de ce point de vue, nous nous situons dans la défense sans nuance, je pourrais dire, des intérêts des travailleurs. Étant entendu que pour nous, les intérêts des travailleurs, comme vous l'avez rappelé par ailleurs au début, se confondent presque intégralement avec les intérêts de la nation. La défense des intérêts des travailleurs, pour nous, c'est d'abord la défense de l'emploi, de leur outil de travail, dans les lieux où ils travaillent, dans les sociétés d'État, dans les services publics. Il ne me semble pas qu'il soit raisonnable de sacrifier les conditions de vie des gens à des politiques d'ajustement dont personne ne voit le bout, dont personne n'est sûr de la fiabilité même. Et récemment, à Yamoussoukro, les ministres des Finances, je crois, des pays de l'UMOA ont eu une attitude très politique du Fonds monétaire. Notre ministre, je crois que nous avons un ministre qui y a participé et qui a donc partagé la position de ses collègues. Je suppose que c'est la position du gouvernement, et si c'était le cas, il faudrait s'en réjouir, mais il faudrait le dire publiquement. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? Si vous prenez les indicateurs qui prennent en considération dans leurs critères de réalisation, c'est certain qu'il y a des indicateurs chez nous qui sont en amélioration, mais ça n'a en rien amélioré les conditions de vie des gens. Et comme je l'ai dit, je ne pense pas que l'accès à la santé, garantir l'accès à la santé, garantir l'accès à l'emploi, garantir l'accès à l'école, garantir un fonctionnement normal des services publics, que ce soit là des objectifs moins fondamentaux que la résorption des déficits de la balance des paiements ou la réduction du déficit budgétaire. Toute la question est de savoir dans quoi ces déficits-là financent quoi. Est-ce que ça finance des intérêts publics, des intérêts collectifs ou des intérêts particuliers? Je crois que toute la question est là. Et si jamais ces déficits servaient à apporter une amélioration dans la situation économique des travailleurs et de leurs familles, je pense que leur soutien vous est acquis.
Sans compter qu'avec ces gens-là, et toujours ces organisations internationales, à force d'accueillir ici des missions, de leur envoyer des missions qui rendent compte, qui prennent d'autres mesures, mais c'est même notre capacité nationale de décision qui s'affaiblit de jour en jour. Et si on ne fait pas attention, nos cadres nationaux, même peut-être à l'échelon gouvernemental, vont être transformés en simple fondés de pouvoir de ces gens-là, qui n'ont rien à voir avec nous. Ainsi que l'a rappelé le collègue de l'OPT, celui qui est l'instigateur de la séparation de l'OPT des télécoms. Mais en France, qui est un pays libéral, ils se sont opposés avec véhémence à la libéralisation du secteur des télécommunications. Ils viennent l'appliquer chez nous. C'est incompréhensible. Moi, je ne dis pas, et notre syndicat reconnaît, qu'il y a des ajustements nécessaires, qu'il y a eu une mauvaise gestion du pays, qu'il y a eu des détournements. Du reste, les travailleurs sont les premières victimes des détournements. Parce que c'est le fruit de leur travail qui est détourné. C'est eux qui sont privés du fruit de leur travail. Et les syndicats ont constamment dénoncé les détournements. Mais qu'est-ce qui se passe? On constate que des gens qui ont mis par terre telle société sont relevés pour être nommés à telle autre société. Ou bien assurent des responsabilités encore plus élevées. C'est la preuve que si les auteurs de malversations ne bénéficiaient pas d'appui ou de complicité, peut-être, qui leur assure une certaine impunité, peut-être qu'on n'en serait pas là. Et de ce point de vue-là, il faut dire les choses comme elles sont. Moi, je crois qu'on ne peut pas sévir impitoyablement quand on ne peut pas prêcher par le bon exemple. Vous l'avez dit vous-même plusieurs fois, le poisson, il faut lui par la tête. Et je crois qu'à force de les dire, qui leur garantit un pouvoir d'achat conséquent, qui leur garantit l'emploi, qui leur garantit une amélioration substantielle de leurs conditions de vie, je crois qu'il n'y a aucun problème. Seulement en tant que l'austérité dans laquelle nous sommes s'applique de façon très discriminatoire et que les travailleurs, qui sont quand même les plus petits dans ce pays-là, ils deviennent non seulement plus petits, mais de plus en plus nombreux. Et qu'il y a une minorité de gens, des grands, qui sont toujours plus minoritaires, mais qui sont de plus en plus grands. Je crois que ce sera difficile que les travailleurs s'engagent à soutenir une politique qui ne va pas au-devant de leurs intérêts. Parce que tant qu'on voit que tous les jours les inégalités deviennent plus flagrantes, que les injustices deviennent plus flagrantes, que les sacrifices qui sont prêchés au nom du sens civique n'aboutissent à rien sur le plan de l'amélioration de la situation des gens, finalement on se trouve en face d'une situation où le discours politique a besoin de crédibilité. Et qu'on pense qu'on peut battre le pays à force d'incantations et tout ça. Non. Nous sommes dans des situations très concrètes. Nous sommes dans un pays où des salaires qui sont déjà assez dérisoires, non pas comparés à d'autres, mais comparés seulement au coût de la vie ici. Des salaires donc qui sont déjà assez dérisoires sont perçus tous les 3 mois, tous les 2 mois, mais tous les 3 mois, tous les 4 mois. Donc, dans l'année, les gens perçoivent leur salaire 4 fois dans l'année, 5 fois au maximum. Or, il y a une vérité fondamentale, c'est que le salaire, entre autres, sert au moins à renouveler d'abord la force de travail. Et des gens qui ne sont pas payés 4 mois. Moi, je me demande comment on peut leur exiger des choses vraiment qui me paraissent extraordinaires. Ils ne peuvent même pas assurer la survie de leur famille. Et c'est vrai, chaque fois vous parlez de l'affaiblissement de l'autorité parentale, de la délinquance juvénile, mais les moments où les gens, où l'autorité familiale est forte, mais elle reposait sur une base matérielle. Un père de famille qui, quelquefois, n'a pas de chat, et quitte chez lui pour qu'on ne lui demande même pas d'être dans sa famille. Finalement, il est réduit à voir ses enfants manger des choses qu'il ne leur a pas achetées,
partie des habits qu'il n'aura pas achetés. Et comme il ne peut pas leur demander de ne pas manger, de ne pas s'habiller, mais il est obligé de se taire. Hein? Sans compter que les structures d'habitation que nous avons ici, il n'y en a même pas. Les structures de loisirs pour les jeunes, les structures de sport, il n'y en a pas. Comment on peut lutter contre la délinquance? Comment on peut lutter contre la démobilisation des gens? Ça me paraît impossible. Et je crois que la priorité des priorités, comme l'a dit un collègue, c'est d'abord de payer régulièrement et conséquemment les gens. Moi, je crois que si cette priorité-là est réalisée, il n'y a pas de raison que les travailleurs ne fassent pas leur travail, parce que personne n'est content de quitter chez lui le matin de bonne heure, de passer la journée à quêter pratiquement pour rentrer chez lui. Et moi, je crois que quand un peuple comme ça, quand la majorité de la population, en tout cas, est réduite à résoudre des problèmes de survie quotidienne. Le général Moussa Traoré et ses hommes n'ont pas pu saisir cette balle au rebond. Or, cette balle voulait le pluralisme politique, l'ouverture démocratique du pays, le bien-être et le mieux-être pour le plus grand nombre de Maliens. Vive la démocratie! Vive la démocratie! Vive la démocratie! Pour Soumaïla Boubèye Maïga, le Mali pouvait être une terre de rassemblement, de communion pour tous ses fils, une terre de justice et de partage, une terre d'accueil pour l'étranger, une terre de promesses pour la veuve et l'orphelin. Fidèle à ses convictions politiques, loyal dans ses actes et constant dans ses relations amicales, Soumaïla Boubèye Maïga reste et demeure l'une des figures clés de la lutte pour l'avènement de la démocratie au Mali. Co-rédacteur de la plateforme du Front National pour la démocratie populaire, FNDP, en 1986, troisième vice-président de la DEMA Association, Soumaïla Boubèye Maïga a été le coordinateur de la commission d'organisation des marches et meetings à DEMA Sénide lors des événements qui ont conduit à l'avènement de la démocratie le 26 mars 1991. Membre fondateur de la DEMA PSJ dont il est actuellement le premier vice-président, Soumaïla Boubèye Maïga a assumé la fonction de conseiller spécial du président ATT lors de la transition, celle de chef de cabinet du président Alpha Oumar Konaré. Il a été directeur général de la sécurité d'État de 1993 à 2000. Meneur d'hommes et grand rassembleur, la nature lui confère la statue d'homme d'État de 2000 à 2002 en qualité de ministre des Forces armées et des anciens combattants. Maintenant, Issa Kaloga, commandant des troupes, à vos ordres, monsieur le ministre. Soumaïla Boubèye Maïga approfondit les changements en cours au sein de l'armée malienne et la réorganise en créant par exemple le service social des armées. Tout en la dotant d'une personnalité qui s'exprime dans la forme républicaine, Soumaïla Boubèye Maïga réussit le tour de force de faire défiler pour la première fois aux côtés de nos militaires certaines forces armées africaines. Ces tournées dans les différentes garnisons militaires sont toujours citées en exemple dans le pays. Sa stature d'homme d'État a amené Soumaïla Boubèye Maïga à rencontrer bon nombre de personnalités de premier plan de ce monde, comme le président Abdelaziz Bouteflika de l'Algérie, Kadhafi de la Libye, Blaise Compaoré du Burkina Faso, Hu Jintao, président de la Chine, pour les citer. Homme politique, homme de communication, Soumaïla Boubèye Maïga a été de tous les combats pour la liberté, la démocratie et l'égalité des chances. Fidèle à ses engagements de militants, Soumaïla Boubèye Maïga est resté aux côtés des Maliens, de tous les Maliens, pour ensemble partager et gérer leurs préoccupations. Soumaïla Boubèye Maïga, maître d'œuvre du premier grand sommet organisé en terre malienne, en l'occurrence celui de la SENSAD. La réussite de cette grande conférence est due surtout à l'expérience, à l'expertise de Soumaïla Boubèye Maïga, l'homme qui ne recule devant aucun défi. C'est l'itinéraire non exhaustif de 30 ans de lutte pour la liberté, la démocratie et le bien-être des Maliens.
ne bɛ san 15 bɔ n ma kuma jama na parce que bɛɛ n'i tile don